France Inter. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde, c'est un jour dans les comptes publics européens ce soir. Estamos creciendo 5 veces más que la media de la zona euro. Tenemos una de las inflaciones más bajas. C'est l'Espagnol Pedro Sanchez qui parle, ce sont ses questions au gouvernement, c'était le 20 mars dernier. Il se félicite de ses résultats économiques et on va y venir. Bonjour Philippe de Sertine. Bonjour Fabienne Synthès. Vous êtes professeur à l'Université Paris 1, vous êtes directeur de l'Institut des hautes finances, membre du Haut Conseil des finances publiques. Ensemble, on ira en Irlande et nous irons en Grèce également au cours de cet entretien. Alors on sait bien, Philippe de Sertine, que nos chiffres ne sont pas bons et on ne va pas revenir dessus. Ce qui frappe quand on se compare, c'est que sont passés devant nous des gens qu'on montrait beaucoup du doigt ces 10 dernières années, en tout cas il y a 10 ans, avant qu'ils n'arrivent à se redresser. D'abord, est-ce qu'on peut dire que la France est mauvaise élève ou est-ce que les comparaisons en fait ne sont pas bonnes conseillères? Non, je crois qu'on peut dire qu'elle est mauvaise élève. Je sais que ça fait mal, on préférerait dire mais non, c'est particulier. D'ailleurs, c'est ce que dit le ministre de l'économie et des finances. Mais la France, cette année, va être, on va dire vraiment dans le peloton de queue, puisqu'il n'y a que l'Italie qui fait moins bien que nous. Vrai. Et donc nous, on est juste après. Alors après, vous avez plusieurs éléments. Quand on regarde le niveau d'endettement, évidemment, la Grèce a un niveau d'endettement plus fort que le nôtre. Mais néanmoins, quand vous regardez, non seulement on est dans le peloton de queue, mais surtout à la différence de tous les autres, à la limite peut-être la Belgique, mais qui a une dette sur PIB beaucoup moins forte que la nôtre, en fait, on dégrade partout. C'est-à-dire, tout est plus mauvais et on est avec aucun horizon positif. Ce qui n'est pas le cas de nos voisins, pratiquement d'aucun de nos voisins. Alors justement, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on parle évidemment de la même période. Donc oui. Tout le monde a subi les mêmes travers, tout le monde a subi le ralentissement chinois, s'il faut le mettre sur le dos du ralentissement chinois, tout le monde a subi la guerre en Ukraine, s'il faut le mettre sur le dos de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant cette période qu'on n'a pas su faire nous ? Est-ce qu'ils ont mieux anticipé que nous avons anticipé, nous ? Oui, sûrement. Ou peut-être, si vous voulez, la société française, on va dire, parce que peut-être il ne faut pas accabler juste que le gouvernement. La société française est dans son ensemble dans une sorte de déni. Et là, vraiment, je crois vraiment tous les partis politiques... Vous croyez que c'est une spécificité française, les Portugais, les Espagnols, eux, ont pris peur sur leur dette, alors que nous, on se dit, non mais on s'en fout, on ne remboursera pas. C'est un peu ça. Alors, attention, Fabienne Synthès, il ne faut surtout pas dire ça, parce que là, on a les agences de notation qui nous tombent dessus. On est d'accord, je vous rappelle, on est encore noté WA, parce qu'on suppose qu'on rembourse justement. Non, ce que je crois en effet par rapport aux autres pays en difficulté de la zone euro, c'est que eux très vite ont compris que ça se résoudrait pas par l'emprunt supplémentaire. C'est-à-dire que l'emprunt supplémentaire, d'une part, ils n'étaient pas sûrs de l'avoir, et d'autre part, il serait de plus en plus cher. Du coup, ça les a amenés à réfléchir à des réformes structurelles, parfois très douloureuses. On va évoquer évidemment le cas de la Grèce, où là, alors pratiquement, il n'y avait plus d'issue. Et évidemment, il ne s'agit pas d'arriver à cette ultime extrémité, mais cette idée qu'il fallait d'abord qu'on travaille chez nous est une idée fondamentale que les Français pratiquement refusent par principe. Si on va dire, si vous avez un déficit, vous avez 3 solutions. La première, géniale, c'est la croissance. Ça, c'est celle que cherchent toujours les Français. La deuxième, facile, c'est l'augmentation des impôts. Là, les Français sont très très bons. Là, on est pour le coup avec le taux d'imposition. Vous voyez, par rapport aux autres, le plus élevé de l'OCDE, on peut dire du monde. Donc, si on exclut peut-être la Corée du Nord ou des pays comme ça. Mais on va dire, c'est nous qui avons le pays, vraiment le prélèvement obligatoire le plus élevé du monde. Et le troisième, évidemment, c'est la réforme de la manière dont vous concevez vos dépenses publiques. C'est-à-dire penser le service public en disant attention, peut-être effectivement qu'aujourd'hui il coûte trop cher. Une autre question avant d'aller en Irlande. Est-ce que l'une des raisons pour lesquelles on a regardé nous les choses différemment de nos voisins portugais, nos voisins espagnols, peut-être même nos voisins italiens, etc., c'est que eux savaient que les investisseurs allaient les lâcher, alors que nous avions toujours une bonne dette et que nos investisseurs étaient toujours là. Donc l'urgence était absolument pas la même pour réparer finalement. Oui, vous avez raison. Ça, c'est le premier confort que nous avons, c'est d'être associés à l'Allemagne, c'est-à-dire le grand couple franco-allemand, il joue beaucoup en matière financière. En plus, ça tombe bien pour les investisseurs qui cherchent de la bonne dette. C'est-à-dire, vous voyez, la bonne dette, c'est un pays qui est pas trop, justement, avec de la dépense publique et avec beaucoup d'exportation. Mais ce que ça veut dire, c'est que l'urgence de redressement des autres, et qu'on a vu, était bien plus prégnante que la nôtre, en fait, à ce moment-là. On est, en quelque sorte, vous voyez, dit autrement, passager clandestin, un peu du navire euro, mais un gros passager. Et puis, l'autre aspect important aussi, c'est le fait que nous ne voulons pas toucher à, je dirais, nos dépenses publiques, c'est-à-dire structurellement. Le principe d'un politique, c'est qu'il doit rajouter du crédit pour montrer qu'il s'en occupe. Alors que, il faut le rappeler sans cesse, nos services publics ne fonctionnent pas bien. Alors allons-y chez nos voisins et commençons par ce pays très particulier qu'est l'Irlande. Bonsoir Clémence Pénard. Bonsoir Fabienne.
Fabienne. Merci Clémence d'être avec nous. L'Irlande, donc Clémence, qui fait figure de bon élève, le pays qui a même dégagé l'année dernière un excédent de 10 milliards d'euros. On ne parle pas de dette, on parle d'excédent de 10 milliards d'euros. Des résultats qui font pâlir un peu d'envie quand même, effectivement, les voisins européens. Oui, l'Irlande, ce tigre celtique que l'on comparait aux dragons asiatiques comme Hong Kong ou la Corée du Sud, a clairement gagné son pari fiscal des années 90. La première explication réside dans son taux d'imposition sur les sociétés à seulement 12,5%. L'Irlande a ainsi lié son destin aux géants du numérique. Il y a une trentaine d'années déjà, Google, Amazon, Meta, ils ont tous choisi de s'installer à Dublin. Et puis plus récemment, après le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'Irlande est devenue le seul pays anglophone au sein de l'UE. Le Brexit a donc été un autre atout pour attirer les entreprises étrangères. Ça veut dire un vrai chemin parcouru, Clémence, pour l'Irlande, en dépit de la crise financière en 2008 qui avait frappé extrêmement fort. Et oui, aujourd'hui, la question, c'est même de savoir quoi faire de tous ces excédents budgétaires. Le gouvernement irlandais a annoncé vouloir épargner une partie de cette somme. L'idée, ce serait, malgré donc cette ultra-dépendance aux GAFAM, d'être prudent et d'avoir en quelque sorte un matelas en cas de ralentissement économique. Mais beaucoup appellent plutôt à dépenser ces fonds immédiatement pour résoudre la terrible crise du logement à laquelle l'Irlande est confrontée en ce moment. Voilà, dépenser immédiatement ou se fabriquer un petit bas de laine. Philippe de Sertine, il y a quelque chose de très particulier dans cet exemple irlandais, à cause ou grâce aux GAFAM. Donc ça veut dire que ça tient à quoi, en fait ? En gros, si demain elles partent, c'est l'effondrement en Irlande ou pas ? Alors, d'abord, c'est pas l'effondrement, parce que, donc, vous voyez, en 2013, la dette publique irlandaise représentait 140% du PIB. Alors, peut-être ceux qui nous écoutent, on en a un peu marre de toutes ces statistiques, mais quand même, 140%, c'est-à-dire, c'était vraiment énorme. La France est à 112%. Donc, là, on était vraiment dans une situation critique. Cette année... 42, c'est ça ? Exactement. Ouais. L'année prochaine, prévue à 40. C'est-à-dire qu'en fait, entre parenthèses, la France bénéficie de ça, parce que évidemment, quand je vous parlais tout à l'heure de l'attractivité de la zone euro, c'est parce que, heureusement, plein d'autres pays ont beaucoup moins de dettes que nous. Et donc, du coup, pour les investisseurs, on dit, waouh, c'est une zone sûre, quoi. Mais bon, il paraît qu'on dit aujourd'hui en Irlande que la notion de PIB ne s'applique même pas parce que tout ça est tellement lié aux GAFAM que ça n'a plus de sens, en fait, et c'est même incomparable avec tous les voisins et oui, même alors, au-delà. Attention quand même, parce que quand on dit PIB, quand on dit GAFAM, vous voyez, ils sont pas implantés en Irlande complètement, C'est-à-dire que là, peut-être quand même, ce qui nous fait mal aussi, c'est de dire, au fond, la solution pour restaurer... C'est leur base fiscale. Exactement. C'est de baisser l'impôt. C'est-à-dire, et là, quand on est en train de dire, vous voyez, lié aux GAFAM, c'est-à-dire, ce sont les impôts que paient les GAFAM. C'est-à-dire, c'est ça qui vous permet d'avoir une réduction de la dette avec, effectivement, ce qu'on peut évoquer aussi, c'est une augmentation du PIB, c'est-à-dire de l'activité qui est faite sur le territoire. Donc, l'attractivité fiscale fait aussi cet aspect-là. Donc, là, on est avec, d'ailleurs, parfois, les autres Européens. Alors, la France a souvent été, je dirais, celle qui est montée au créneau pour dire les Irlandais ont un impôt beaucoup trop faible, c'est presque une logique, on va dire... une sorte de concurrence déloyale. Oui, bien sûr. Et donc là, on est d'accord, c'est-à-dire que là, l'Irlande... Mais vous voyez, on est vraiment dans l'approche européenne dans laquelle les Irlandais ont dit très clairement, moi je les ai entendus au niveau de la Commission européenne, en disant on veut pas d'aide, en revanche, on va se débrouiller pour rééquilibrer nos comptes nous-mêmes. Mais évidemment, ne nous tapez pas dessus si effectivement nous attirons un certain nombre d'entreprises avec un impôt faible. Vous allez voir ce que vous allez voir. Effectivement, il faut reconnaître en 10 ans, c'est incroyable et c'est extrêmement spectaculaire. Alors dans le même laps de temps, le Portugal, 133% de dette publique en 2013, on est sous les 100 aujourd'hui. Exactement. Excédent budgétaire également. L'Espagne, on n'oublie pas quand même que tous ces gens ont quand même eu des traitements de cheval. Oui. Donc quand je demandais si comparaison était raison, je me demandais aussi si on regardait ces chiffres-là ou si on regardait les niveaux de vie. Et là, on se retrouve quand même dans des différences, y compris nous, avec notre dette abyssale, qui sont, on a des niveaux de vie qui sont largement plus élevés que ces pays-là quand même, non ? Alors attention, je dirais... Enfin, largement. Oui, en tout cas, mais pas si largement que ça. Et avec, toujours pareil, quand on parle de la situation française, il faut se regarder dans la glace. C'est-à-dire, par exemple, avec un niveau de pauvreté qui est vraiment sensiblement le même que tous ces pays d'Europe. Ça veut dire 10 millions de pauvres en France. Et concrètement, c'est pas que des statistiques, ça. Ça veut dire effectivement un modèle français qui, en fait, ne marche pas, on va dire, comparativement à l'énorme effort financier qu'il suppose. Ce qui est vrai, effectivement, c'est que derrière, vous avez eu une adhésion de la population. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, il faut des politiques qui aient le courage, mais il faut des citoyens qui aient l'envie que véritablement, on ne détériore pas pour le futur la situation du pays. Et ça, c'est la vraie question sur la France. Alors, ça a été plus difficile, notamment pour le pays qui est toujours un peu le symbole de la crise de la zone euro, qui était la Grèce. Bonsoir, Angélique Kourounis.
Bonsoir Fabienne. Merci d'être avec nous Angélique, vous êtes à Athènes, la dette publique grecque elle est encore élevée, autour de 170% du PIB, mais elle se résorbe. Côté déficit, la Grèce fait mieux que la France, 2,1 seulement, enfin moins 2,1 évidemment. Comment est-ce que les Grecs ressentent cette amélioration des finances publiques, Angélique ? À vrai dire, ils ne la sentent pas au quotidien. Ils ont vraiment toujours ce sentiment d'avoir été punis par les mémorandums d'austérité imposés par les créanciers du pays pour avoir refusé cette austérité par référendum. 3 mémorandums qui ont mis le pays à genoux pendant 10 ans. Depuis, vous l'avez dit, le pays a renoué avec une reprise, mais les salaires, les retraites, les aides sociales qui ont pratiquement été réduits de moitié, je rappelle que les retraites ont été baissées 13 fois, n'ont jamais, malgré l'amélioration des finances publiques, retrouvé leur niveau d'avant-crise. Le PIB qui avait chuté de 25% durant la crise n'a pas non plus remonté la pente. Mais si les finances publiques se sont améliorées, c'est essentiellement parce que les créanciers de la Grèce, l'Union européenne, le FMI et les marchés ont choisi de faire confiance, de donner toutes ces chances à l'actuel Premier ministre qui fait partie de leur famille politique libérale, ce qu'ils n'ont pas fait pour Alexis Tsipras, Premier ministre de gauche durant la crise économique qui a duré 10 ans. Et bien au contraire, pourtant quand il a perdu les législatives en juillet 2019, la Grèce était sortie de la crise et les caisses publiques étaient pleines. Est-ce qu'on peut dire, malgré tout, Angélique, oui, aujourd'hui, la Grèce va mieux ? Oui, c'est indéniable. Les grands indicateurs, chômage, investissement, reprise sont plutôt bons. Mais il faut regarder de plus près. Si le chômage baisse, c'est grâce à des petits boulots en CDD, pas à cause de la création de vrais emplois. Le SMIC et les retraites ont été sérieusement augmentés, mais l'inflation a fait disparaître cette augmentation. Enfin, la confiance des marchés a fait venir des investissements, mais essentiellement dans le BTP et le tourisme. Il n'y a toujours pas d'implantation d'usines créatrices d'emplois. L'économie grecque, qui n'est pas restructurée, se base toujours sur le tourisme, qui entre pour 25% dans le PIB. Et la marine marchande qui, elle, s'essouffle. Alors autant dire que l'économie grecque est en reprise, mais elle reste extrêmement fragile. Angélique Kourounis avec nous depuis Athènes, merci beaucoup. Quand on regarde les choses un peu rétrospectivement, Philippe de Sertine, on se dit quand même, c'est vrai qu'on leur a fait du mal. Est-ce qu'on se dit ça ou pas ? Oui. Ça a été très très rude. C'est vrai qu'on a été à 2 doigts d'avoir, pour la première fois, l'explosion de la zone euro par l'excédent de dette d'un partenaire. Alors pourquoi ça n'a pas explosé ? Pourquoi on a dit, en fait, on continue ensemble ? Parce que là, ça aurait été une ruine beaucoup plus importante. Ça a été le fait que c'était un petit pays. Juste, je rappelle ça, parce que, évidemment, quand on dit la France peut-elle être la Grèce ? Non, c'est trop gros. Mais le vrai danger, c'est ça. C'est qu'à terme, nous ayons des distorsions telles dans la zone euro, ce que les Grecs je dirais la population grecque et les politiques grecques, parce qu'on vient de parler effectivement d'Alexandre Tsipras, ce qui a été un peu la même chose d'ailleurs avec l'approche italienne, c'est que les extrêmes, quand ils arrivent au pouvoir, peuvent arriver avec un espoir de baguette magique, mais après ils ont assumé. C'est-à-dire que Tsipras a assumé son rôle de Premier ministre, y compris dans la potion très amère qu'il a fait passer à une population qui n'avait pas voté pour cela au départ. Et alors, le moins qu'on puisse dire, avait même voté pour l'inverse. Une dernière question, Angélique Kourounis parlait d'investissement tout à l'heure, et je reviens du coup à la question que je vous posais tout à l'heure. Est-ce que les investisseurs ont plus confiance en nous avec notre déficit qui plonge que en Grèce, qui est en train effectivement de se remonter, mais qui de toute façon rame toujours, ce qui fera qu'à la fin, de toute façon, ce sera toujours plus facile pour nous que pour eux. Alors, est-ce qu'on peut le dire comme ça? La Grèce est revenue sur les marchés. Ça veut dire que ça s'améliore sans arrêt et qu'elle de moins en moins, on va dire, sous perfusion. Ce qui est vrai pour nous, c'est ce lien fondamental avec l'Allemagne. C'est la raison pour laquelle les investisseurs nous prêtent de la sorte. Parce que si nous étions tout seuls, et quand on dit tout seul, vous voyez, c'est pas complètement une utopie, puisque parfois, du point de vue politique, on a un peu rêvé à ce retour d'être tout seul. On aurait une énorme dévaluation de la monnaie, ça fait aucun doute, on a tous les éléments économiques qui le prouvent, et des conséquences en termes économiques très très lourdes. Donc ça veut dire que pour le moment, tant que le mariage franco-allemand, de raison maintenant, beaucoup plus que d'amour, tient, en réalité, nous avons toujours des bonnes conditions. Voilà, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Philippe de Sertine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter. La suite ce soir, c'est le reportage, ça se passe en Arménie, où nous retrouverons des déplacés du Haut-Karabakh qui peinent à retrouver logement, travail, désormais qu'ils sont installés à Erevan et autour. Pour aller jusqu'à 19h, la bande du mercredi, Kevin Dufresne sous les radars. En Thaïlande, qui fait un grand pas vers le mariage pour toutes et tous. Le Monde à 18h50, c'est vous, Franck Madveau. Bonsoir Franck. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. On ira au Venezuela où le président Nicolas Maduro muselle l'opposition avant la présidentielle du mois de juillet. Et le cinéma en VO comme chaque mercredi. Bonsoir Alexis de Meyer. Bonsoir Fabienne, je vous emmène dans le nord de l'Espagne pour un film très féminin au temps du franquisme. Allez, à tout de suite, tout le monde, ne partez pas trop loin. Le tour de la planète fait un petit tour par Los Angeles avec le trio Gabriels, Angels and Queens. Vous êtes sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Baby girl is fine and 19.
Put that thing on me, that hoe ain't nothing if you lose control. Michael said she gon' break my heart and then take my soul. Angels, just like a child's play. Somebody help me, baby girl up in the magazine. DJ darling, I'm a fashion set. Sold to be a beauty queen. That's the worst damn deal I ever said. Nobody said that you ain't got the face that you came and change it all. You're just another motherfucker looking up at a mirror ball. Angels, just like a child's play. Somebody help me. I've been feeling somebody still believing that this was all. I've been meaning to let you know it's time now for me to go. This glass ceiling is falling through. Still I am nothing without you. I don't need nobody but you and me. I can conquer anything. I don't need nothing but your love and time. It'll be just fine. When I think of all the things that we'll do, no matter what I say true. Through the ups and downs, I realize all that I needed was you. Angels and queens, you and me, we will always be angels and queens. Just like it's always been, just like it's always been. Retour en Arménie ce soir dans le reportage d'Un jour dans le monde. 6 mois après la reprise du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan, les 100 000 déplacés de l'enclave tentent de se reconstruire une vie en Arménie. Plus de 70% d'entre eux ont choisi de s'installer plutôt à Erevan, la capitale, et dans ses environs, sauf qu'il y a désormais plus de réfugiés que de logements disponibles. Les emplois manquent, de nombreux sans-abri, donc tout cela risque d'exploser dans les prochains mois. Exemple, à Massis, c'est dans la banlieue d'Erevan, près de 70 familles vivent toujours dans des infrastructures provisoires mises à disposition par la mairie. Et le reste, c'est Manon Chaplin qui raconte. Il règne dans la maternelle de Massis une ambiance inhabituelle, presque pesante. Des fenêtres sans lumière, une dizaine de lits en ferraille devant des casiers d'écoliers et ces valises encore ouvertes posées à même le sol. Des enfants se disputent le portable de leur mère. C'est elle la première qui accepte de parler. Avec une centaine d'autres déplacés du Haut-Karabakh, elle vit ici depuis 6 mois. Le gouvernement dit qu'il distribue des aides financières. Mais moi, personne ne m'a aidé. Et pourtant, je suis dans cette maternelle depuis octobre. Il faut certainement connaître des gens, avoir des contacts, je ne sais pas. En tout cas, nous ne recevons rien. Mon mari enchaîne les petits boulots précaires. Moi, je ne peux pas travailler car je dois m'occuper des enfants. Donc nous n'avons presque aucun revenu. Autour d'elle, tous acquiescent, tous témoignent de la même histoire. Les longs mois sous blocus azerbaïdjanais, l'assaut soudain, l'exode vers l'Arménie, ce sentiment de ne rien avoir à faire ici. La tête entre les mains, Karine, 48 ans, raconte: dans le Haut-Karabakh, j'avais des champs, dit-elle, des tracteurs, une grande maison. Ici, je suis réduite à attendre l'arrivée des dons. Nous manquons de vêtements, de vaisselle, de verre. Nous manquons de tout, nous manquons d'espace. Regardez, nous dormons tous dans la même pièce. Au mur, des peluches ont été accrochées par les enfants entre les lits installés quelque part avant. Achot en béquille nous fait la visite. Il y a
a quelques semaines, explique-t-il, la mairie leur a annoncé qu'ils devaient partir. La maternelle doit bientôt rouvrir. On va se retrouver à la rue. C'est ça leur solution. Avec ma retraite, je reçois une pension d'à peine 70 € par mois. Et ici, il n'y a pas de location à moins de 350 €. J'ai déjà perdu ma maison 2 fois à cause de la guerre. Et maintenant, on me dit que je dois partir d'ici. À ses côtés, une vieille femme pleure. Mis à part son neveu, elle est seule, malade, la main atrophiée, détruite par la guerre. J'ai 87 ans, c'est terrible, je ne mérite pas ça. Voilà Agram Babatagnan, employé de la mairie, qui entre, visite de contrôle. Les habitants protestent, personne ne souhaite être mis dehors. Le fonctionnaire repart, nous invite à le suivre. Leur colère, je la comprends, dit-il. Qui sait comment nous réagirions. Quand ils sont arrivés ici en septembre, ils étaient tellement nombreux qu'il y en avait qui dormaient dans la cour de la mairie, par terre. Peu à peu, on a réussi à les placer dans différents endroits. Certains ont loué un appartement. D'autres sont allés vivre dans leur famille. Ceux de la maternelle sont ceux pour qui nous n'avions vraiment pas de solution. Et puis, même ceux qui ont réussi à trouver un appartement vivent mal. Je connais beaucoup d'appartements où s'entassent 3 ou 4 familles. Jusqu'ici, le gouvernement arménien versait une aide mensuelle de 125 $ aux déplacés qui louaient un appartement. Cette allocation risque de disparaître, remplacée par une aide unique adressée à ceux qui souhaitent acheter une maison. Nevart Martyrossian, chargé de l'accueil des réfugiés à la mairie de Massis. Tout le monde vit déjà avec des difficultés financières. Très peu ont réussi à retrouver un emploi. Alors ils craignent cette transition. Ils ne savent pas vraiment comment faire. Dans son bureau s'entassent des piles de papier, l'imprimante n'arrête pas de tourner. Dans l'espoir de vivre mieux ici qu'ailleurs, une centaine de nouveaux réfugiés sont arrivés au mois de mars. D'autres sont déjà repartis. Face aux difficultés, plus de 7800 déplacés ont choisi de quitter l'Arménie. Manon Chaplin pour le reportage. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est comme tous les soirs, Kevin Dufresne. Et c'est d'abord en Thaïlande que nous sommes, Kevin, avec un vote historique à la Chambre des représentants. Les députés ont dit oui aujourd'hui au mariage pour toutes et tous, et ce très largement avec 399 voix pour, seulement 10 contre, de quoi susciter, on l'entendait, une salve d'applaudissements, certains élus agitant de petits drapeaux LGBT dans l'hémicycle. C'est important parce que lorsque ce sera définitivement validé, la Thaïlande deviendra le premier pays d'Asie du Sud-Est à légaliser le mariage pour tous, mais ça pourrait prendre encore plusieurs mois. Le Sénat doit maintenant voter le texte avant la promulgation par le roi. Ce serait la belle issue d'un très long processus. Dites-vous que ce projet de loi a été présenté au Parlement il y a près de 4 ans déjà. Les militants LGBTQI+, dans le pays saluent d'ores et déjà un énorme pas pour leurs droits. Et nous voici au Mexique qui fait face aux feux de forêt. Quelle tristesse, voilà ce que dit cette habitante de Nogales à la frontière avec les États-Unis, tentant désespérément avec beaucoup d'autres d'étouffer les flammes. Au moins 95 incendies sont en cours dans tout le pays, dans la moitié des États fédérés, près de 1500 hectares partis en fumée en quelques heures. C'est la saison des feux de forêt dans le pays, mais jamais depuis le début de l'année il n'y en avait eu autant en même temps. La sécheresse et les vents violents attisent ces incendies. Ça touche beaucoup de zones naturelles protégées, des parcs nationaux aussi. Pas de victimes, mais des maisons détruites, des habitants qui respirent les fumées. D'après le Centre national de prévention des catastrophes, 90% de ces feux sont d'origine humaine, que ce soit malveillant ou accidentel. Et puis nous sommes en Australie, Kevin, où la fédération de football est dans la tourmente. Alors on ne parle pas ici du foot comme on le connaît en Europe, mais bien du football australien, qui est en réalité plus proche du rugby. Donc c'est le sport. Du foot. Voilà, c'est le sport le plus populaire là-bas. Il génère des centaines de millions de dollars de recettes. L'Australian Football League est donc mise en cause par un député, Andrew Wilkie. Il affirme sur la base de témoignages d'anciens responsables que l'AFL couvre les joueurs qui se droguent et notamment à la cocaïne. 2 joueuses ont d'ailleurs été surprises il y a quelques jours en train d'en acheter. L'AFL veut plus que toute autre chose que les joueurs soient sur le terrain, estime l'élu qui évoque alors un véritable système. La fédération demanderait aux joueurs de mentir en cas de contrôle et aurait caché des résultats positifs
aux autorités antidopage. Si un joueur s'est drogué, on lui demande souvent de simuler une blessure pour éviter le contrôle, assure Andrew Wilkie. Alors évidemment, le patron de l'AFL a répondu, affirmant qu'il n'y a pas de problème de drogue dans son sport, qu'il met en place des règles sur le sujet des stupéfiants, mais il reconnaît que les médecins écartent parfois les joueurs soupçonnés de s'être drogués. Il y a donc un petit problème quand même. Voilà, faux foot, mais vrai tricheur. Merci beaucoup, Kevin Dufresne. Vous partez avec Oumou Sangaré. Wasouloudone, c'est une ode à la féminité, au patrimoine africain par la chanteuse malienne. Wasouloudone, formidable Oumou Sangaré dans Un jour dans le monde. Franck Madvon est là et c'est Le Monde à 18h51. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Franck, au Venezuela, l'opposition a finalement pu enregistrer hier in extremis un candidat avant la présidentielle qui aura lieu au mois de juillet. Mais ce soir, vous nous dites pourquoi l'élection semble jouer d'avance en raison de la mainmise du président Maduro sur les institutions. Ouais, cette élection aura lieu dans 4 mois, le 28 juillet. Et Nicolás Maduro met tout en œuvre pour verrouiller ce scrutin et conserver le pouvoir. Le successeur d'Hugo Chavez présente pourtant un bilan désastreux. Depuis qu'il est en fonction en 2013, l'économie de son pays s'est effondrée de 75%. Vous avez bien entendu, 75%, récession vertigineuse. 7 millions de personnes ont quitté le Venezuela pour fuir la crise, soit un quart environ de la population. En 2018, rappelez-vous, le Venezuela faisait les gros titres dans le monde entier, y compris dans cette émission d'ailleurs.
Une soixantaine de pays, dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, ont refusé alors de reconnaître l'élection de Maduro, jugée frauduleuse. Ils ont sanctionné Caracas et misé sur Juan Guaido, alors président du Parlement. Il est aujourd'hui exilé aux États-Unis et lâché par l'Occident. Ces dernières années, le pouvoir et l'opposition ont négocié une sortie de crise, sous l'égide de la Norvège notamment. Ils ont signé en octobre dernier l'accord dit de la Barbade. Et alors cet accord, il dit quoi ? D'abord que des élections libres doivent se tenir au second semestre 2024, nous y sommes, et qu'en échange, le Venezuela aurait droit à une levée des sanctions. Washington les a en partie suspendues, ces sanctions, pendant 6 mois pour le pétrole et le gaz. Mais le régime Maduro, de son côté, n'a pas tenu ses promesses. La candidate de l'opposition, désignée en octobre lors de primaires par plus de 90% des voix, a été déclarée inéligible par la justice. Maria Corina Machado, c'est son nom, a une suppléante depuis la semaine dernière, Corina Yoris, une philosophe octogénaire, inconnue du grand public, mais celle-ci n'a pas pu s'inscrire à temps, c'est-à-dire avant lundi minuit. Le conseil électoral s'est, semble-t-il, arrangé pour que ce ne soit pas possible. Et puis hier soir, coup de théâtre, l'opposition a eu droit à un délai de grâce pour pouvoir enfin enregistrer un candidat. L'ancien diplomate Edmundo González, lui aussi quasi inconnu. Le pouvoir a validé une douzaine d'autres candidats dans des rôles, disons-le, de faire-valoir. Le plus célèbre d'entre eux s'appelle Manuel Rosales, gouverneur de l'État pétrolier de Zulia, un ancien rival de Chavez. Il serait aujourd'hui bien plus proche du régime qu'ils ne veulent faire croire. Donc l'opposition est piégée. Ben oui, elle part au combat pour la présidentielle avec un plan C. Son espoir repose sur d'éventuelles négociations avec Maduro pour remplacer son candidat de dernière minute par une personnalité plus solide. Mais soyons clairs, cette opposition est muselée. Nicolas Maduro, sa moustache et son mètre 90 occupent tout l'espace médiatique. Son régime multiplie les arrestations arbitraires, les procès pipés. On l'a dit, sa principale rivale, Maria Corina Machado, a été déclarée inéligible et 6 des proches de Machado ont été récemment arrêtés. Maduro affirme même que des militants de l'opposition ont tenté de l'assassiner. Le président contrôle toutes les institutions qui supervisent le processus électoral. Il y a placé ses soutiens. Comment croire que le Venezuela aura droit à des élections libres en juillet ? Même les pays les plus indulgents en Amérique latine, comme le Brésil et la Colombie, haussent le ton. Mais on voit mal ce qui pourrait aujourd'hui freiner l'autocrate Maduro, l'ami de la Russie, dans sa course à un 3e mandat. Franck Madvon tous les soirs, dans Un jour dans le monde. Le cinéma en VO, c'est le mercredi et c'est Alexis de Meyer. France Inter. Un jour dans le monde. ¿Qué tamaño tenga Jora? O tamaño de un anos, más o menos. Pero non penses nesa Jora. Et direction la Galice, le nord-ouest de l'Espagne, c'est là que se situe l'action du film Ocorno. Nous sommes en 1971, donc sous Franco. Maria aide des femmes à accoucher, d'autres à avorter. Mais un jour, elle doit s'enfuir vers le Portugal. Et c'est une jeune réalisatrice, Alexis, et c'est à elle que l'on doit ce film très féminin. Oui, elle s'appelle Rayon Camborda. Elle est née à San Sebastián, au Pays Basque, il y a une 40aine d'années. Ocorno est son 2e long métrage qu'elle a aussi écrit et produit. Rayon Camborda situe l'action dans le contexte du franquisme, mais aussi de la dictature portugaise, puisque toute la 2e partie du film prend pour décor les paysages ruraux et côtiers du nord du Portugal, où Maria, l'héroïne de ce drame social, est contrainte de se trouver refuge. Ça m'intéressait de faire appel à cette période qui symbolise les interdits, et notamment vers les femmes. Je me suis beaucoup documentée afin que la reconstitution soit fidèle, que ce soit au niveau des décors ou des costumes. Mais je voulais surtout montrer les résonances avec notre époque. J'ai créé une esthétique qui permet d'établir des ponts avec le présent. Je fais en sorte que le public puisse oublier l'année 1971 et s'imaginer dans les années 2020. Parce que souvent, quand une période historique est trop marquée, ça crée une distance et ça nous touche moins. Et ça me tenait à cœur d'interpeller les spectateurs, car en Espagne, il y a encore certains partis politiques qui remettent en question les droits des femmes à disposer de leur corps. C'est une mise en scène très charnelle avec une caméra au plus près des corps, au plus près des visages que Rayon Camborda a privilégié. D'ailleurs, symbole fort, le film débute et s'achève par de longues séquences d'accouchement. Et c'est vrai que c'est la sororité, la solidarité entre femmes qui est mise en avant dans ce film. Comme dans Arima, son premier long métrage, Rayon Camborda revendique son féminisme. Si Maria la sage-femme est le principal personnage d'Ocorno, les autres protagonistes sont également toutes des femmes qui subissent des parcours du combattant ou plutôt de la combattante.
attendre, voilà ce que je voulais dire. Les hommes, eux, sont pour la plupart hors champ ou relégués à l'arrière-plan. Depuis ses premiers courts-métrages il y a une dizaine d'années, la cinéaste installée en Galice revendique la nécessité de produire des films militants. Le film parle de quelque chose qui concerne directement les femmes, qui est la capacité à donner la vie ou à ne pas la donner. J'ai voulu créer un hymne à l'empathie, à l'entraide, à l'attention que se portent les femmes entre elles. Ce sont des notions que le féminisme porte depuis longtemps. Et je pense que c'est quelque chose qui transcende les frontières, qu'elles soient raciales, culturelles ou symboliques. Ces frontières imposées à nos corps par le patriarcat. Je valorise ici la sororité qui permet de surmonter tout ça. Désormais, les films peuvent parler des femmes à la première personne. Nous pouvons enfin réaliser des films. Bien sûr, ça existait déjà avant, mais c'était marginal. Aujourd'hui, il y a toute une génération de femmes qui explorent le féminin à la première personne. Rayon Camborda, qui a remporté pour ce film la coquille d'or du dernier festival de San Sebastián, fait en effet partie des têtes d'affiche d'une nouvelle vague espagnole très féminine, aux côtés notamment d'Itzazo Arana, la scénariste et interprète du formidable Eva en août, et de Carla Simón, qui a décroché l'Ours d'or à Berlin il y a 2 ans pour Nos Soleils, un film tourné en langue catalane. Eh bien, voilà, comme ça, nous l'avons. Ça s'appelle Ocorno. C'est en salle depuis ce matin. Alexis de Meyer, merci beaucoup. Le 18-20, ça continue, bien sûr. On reste ensemble et c'est tant mieux. Dans un tout petit instant, c'est le 19h avec Hélène Philly. Juste après, le téléphone sonne. Bonsoir, Philippe Lefébure. Bonsoir à tous. Rédacteur en chef du 18-20. Philippe, ce soir, c'est les statuts de la Corse qui nous intéressent. Et des fameuses écritures constitutionnelles. Depuis le début d'après-midi, les élus de Corse débattent, doivent dire s'ils approuvent ou pas les aménagements de la Constitution que propose le gouvernement. Première étape d'un long processus devant mener à l'autonomie de l'île au sein de la République. Claude de Grasse, la Corse veut le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Ils veulent l'autonomie mais pas l'indépendance pour ne pas perdre les aides. Même idée chez Gaël. Qu'en est-il des subventions et autres allocations et soutiens en tout genre? Indépendance à quel point? Marc Denis, si on accorde ce statut à la Corse, que vont faire les Bretons, les Basques et les autres régions où l'indépendantisme est une idée? Dominique nous appelle de Haute-Corse mais semble en retrait face au projet de statut de l'île. La France est une et indivisible, nous sommes français. Bien voilà, c'est le premier article de la Constitution, dites-moi. Allez, 01 45 24 7000, à tout de suite.